donc, moi je vais vous parler donc, du climat. On va commencer à rentrer donc, du climat et du changement climatique. Et donc, on va commencer à rentrer donc, dans cette problématique donc, qui a déjà été bien introduite. Et en rappelant d'abord que le changement climatique, c'est un phénomène qui est mondial. Et donc, progressivement, on va parler de ses effets sur notre bassin versant. Mais c'est d'abord un phénomène mondial. C'est indispensable. Merci. Voilà, oula, oui, c'est beaucoup plus puissant. Ouais. Voilà, et donc c'est un phénomène mondial. Alors, donc, la courbe qui est affichée derrière moi, c'est l'évolution des températures mondiales donc, depuis 1850. Et le message que je voulais dire, c'était à quel point le changement climatique continue à s'accentuer sur la planète, que l'année 2023 a été l'année la plus chaude jamais observée. Donc on s'est approché très fortement des 1,5 degré d'anomalie depuis le début donc, de l'ère pré-industrielle. Donc 1,5 degré, c'est le premier seuil des accords de Paris. Donc sur une année, on a frôlé cette valeur. Et sur une moyenne de 10 ans, donc on est à 1,2 degré au niveau planétaire. Et 1,2 degré, c'est quelque chose qui est inédit sur la planète depuis plus de 100 000 ans. Donc voilà, donc ça positionne un petit peu l'ampleur donc, du dérèglement climatique que l'on vit actuellement. Alors... Voilà. Je me permets, Jean-Michel, pendant que vous oui, c'est bien, c'est bien. C'est juste que j'ai conscience qu'au fond, l'écran, il n'est pas forcément très lisible. Vous avez les éléments clés du discours de M. Soupérou dans le livret du participant et surtout, vous pourrez retrouver très rapidement, après la réunion, l'ensemble des informations qui sont projetées ce soir. Mais voilà, d'avance, je sais que ce n'est pas forcément très lisible. Bon. Jean-Michel. Parfait. Donc, merci pour l'instant. On a essayé d'expliquer le fonctionnement de la souris. Je ne suis pas sûr encore de la maîtriser complètement. Et donc voilà, donc quelques éléments sur le rapport du GIEC. On va être très simple et puis si vous avez des questions, on y reviendra pendant la séance. Donc ce qu'il faut avoir en tête, et s'il y a un seul message à retenir concernant le climat, c'est que le changement climatique que l'on vit, il est lié aux activités humaines. Et donc ça, c'est complètement établi. C'est lié donc aux émissions de gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, donc les oxydes nitreux. En particulier que les changements climatiques que l'on observe, ils sont généralisés sur la planète, qu'ils concernent toutes les composantes du système climatique, et donc notamment donc, le cycle de l'eau, donc on a les évolutions sur les glaciers, on y reviendra, mais aussi sur les précipitations qui deviennent plus intenses sur l'évaporation. Et puis de dire aussi, donc c'est les trois cartes donc, qui sont représentées, c'est de dire que ce changement climatique, il s'accentue au fur et à mesure que le réchauffement global augmente. Donc là, ce qu'on voit, ce sont les évolutions des précipitations pour 3 niveaux de réchauffement sur notre planète, 1,5 degré, 2 degrés et 4 degrés. Donc nous, je vous ai dit qu'on était à 1,2 degré, donc on est très proche de 1,5 degré. Et ce qu'on voit sur ces cartes derrière, c'est que toutes les régions de la planète n'ont pas le même signe de l'évolution pour les précipitations. Mais que quand le climat se réchauffe, chacune des évolutions de ces anomalies, elles s'accentuent. Et donc, au fur et à mesure que le climat se réchauffe, donc ces impacts du changement climatique, ils s'accentuent. Voilà, donc ça, c'est aussi un message très fort. Alors, voilà. Et maintenant, on va... Voilà, ça, c'est... Sinon, je le fais. Ouais, je veux bien que tu... Ouais, je m'en occupe. Elia, je crois que même, je ne suis pas très doué. Merci. Et voilà, donc maintenant, on va venir donc, sur le climat local et le climat des Pyrénées, et donc une façon donc, de prendre en compte, de mesurer à quel point le climat a changé, c'est de regarder l'évolution des glaciers. Alors donc on n'est pas tout à fait dans la vallée d'Or, mais on n'est pas très loin. Et donc là c'est le glacier d'Ossou, donc sur le Vignemale, donc qui est suivi comme indicateur du changement climatique pour la France. Et on voit à quel point, à travers ces 3 images, donc ce glacier, donc il a reculé. Donc la première image, c'est à la fin du 19e siècle. Celle qui était au centre, c'est 2000, donc il s'est passé un siècle entre les deux. Et puis la dernière, c'est 2023. Et d'ailleurs, il y a plus d'écart entre 2023 et 2000 presque qu'entre la fin du 19e et 2000. C'est pour dire à quel point donc, les choses évoluent vite. Il perd ce glacier 2 mètres de glace par an et il aura donc complètement disparu. C'est à craindre donc, dans la prochaine décennie ou au tout début des années 2040. Donc, diapo suivante, donc... sur l'évolution de paramètres climatiques plus classiques, et à commencer par les températures. Donc là, on est sur une série qui est à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, bien sûr, et donc l'évolution des températures, donc c'est la courbe donc, qui est avec le bleu et le rouge. Donc le bleu, ce sont les années qui sont plutôt fraîches par rapport à la normale 61
1990, et en rouge ce sont les années plus chaudes, donc on est sur une évolution depuis environ les années 60, et donc au cours des dernières années, ou systématiquement au cours des 30 dernières années, on a des années de plus en plus chaudes. Les 2 années les plus chaudes que l'on a connues, donc à Tarbes, mais c'est le cas pour l'ensemble de la région Occitanie ou pour l'ensemble de la France d'ailleurs, c'est 2022 l'année la plus chaude, mais la 2e année la plus chaude c'est 2023, et la 3e année c'est 2020. C'est pour dire donc à quel point donc, les choses se précipitent donc, au niveau des températures. Le graphe qui est à droite, donc, qui concerne donc, avec ces barres bleues, là, donc, c'est l'évapotranspiration. Alors l'évapotranspiration, c'est un élément important quand on parle du cycle de l'eau. C'est l'évaporation maximale donc, de la végétation et du sol lorsqu'il est maintenu dans des conditions suffisamment humides. Et donc cette évapotranspiration, donc, elle augmente aussi régulièrement, hein, donc, en lien avec les températures, et de nouveau donc, les années qui ont marqué, donc, qui ont connu l'évapotranspiration la plus forte. Donc là on est à Toulouse, mais ce serait la même chose si on avait des valeurs sur le bassin de la Neste, donc c'est 2022, puis 2023, je crois que la 3e année c'est 2019, mais on est vraiment sur cette même répétition d'années exceptionnelles ces derniers temps. Alors, donc, je vais en appeler, voilà, merci. Et donc, concernant les précipitations, donc là, on n'a pas du tout un signal équivalent à celui des températures. Hein, on a des choses qui sont beaucoup plus contrastées, avec des années humides, des années sèches qui se succèdent. L'année la plus sèche, 2022, bien sûr. Et puis, mais par contre, donc, on n'a pas de tendance sur les précipitations. Donc là, c'est le cumul sur l'année. Et le graphe qui est à droite, donc ça concerne donc l'équivalent en eau du manteau neigeux. Donc ça c'est aussi un élément qui est très important pour l'hydrologie sur le bassin. Donc l'équivalent en eau du manteau neigeux, donc c'est au 1er mai qu'on le considère parce que c'est l'eau disponible pour ensuite les écoulements pendant la fin du printemps et le début de l'été. Donc quand la neige a fondu dans les Pyrénées, c'est le début de l'étiage. Donc, voilà, donc c'est essentiel cette dimension-là, et on voit à quel point aussi depuis les années 60. Donc ce cumul, il a diminué donc, pour 2 raisons, parce qu'il y a moins de neige, et surtout que la neige, elle fond plus vite au printemps. Et donc ça, c'est un élément important de compréhension pour l'évolution de l'hydrologie. Et à noter également que l'année 2023 était aussi une année record, alors en espérant que l'année que nous vivons ne le soit pas, mais même si elle est très mal partie. Alors donc, sur ce, donc, un élément essentiel de l'évolution du climat, c'est l'évolution de l'humidité du sol et des sécheresses. Donc c'est les courbes donc, que vous voyez donc, un peu sinusoïdales, là, donc c'est l'évolution de l'humidité du sol avec son cycle annuel, donc une humidité du sol qui est plus importante en hiver, plus basse en été. Mais ce que l'on voit, donc les courbes qui sont au milieu, là, donc c'est l'évolution avec 2 périodes de 30 ans. Et donc l'humidité du sol, elle diminue de manière assez sensible, de plusieurs pourcents, sur ces périodes de 30 ans et en toute saison, et ça se traduit donc par une augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses. Donc c'est les diagrammes en bâton qui est à côté, et donc de nouveau donc le bâton le plus haut que l'on voit, c'est la sécheresse de 2022 qui est record sur Midi-Pyrénées. Donc on a passé plus de la moitié de l'année donc en des conditions de sécheresse au moins décennales. Et maintenant, on va regarder donc un petit peu donc, le climat futur pour l'Occitanie et pour le bassin. Et donc, la première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour construire des projections climatiques? Et donc, on s'appuie d'abord sur des scénarios d'émissions des gaz à effet de serre. Donc, je vous ai dit que c'était l'élément qui était important pour comprendre comment notre climat évoluait. Donc, le GIEC et donc les équipes qui travaillent sur l'économie au niveau du GIEC génère tout un ensemble de simulations sur l'évolution de notre société, sur la façon dont les technologies peuvent se développer, le mode collaboratif ou pas des différentes sociétés et des différents pays. Et donc ça permet de traduire donc, des faisceaux d'évolution de la concentration des gaz à effet de serre avec des différentes familles d'évolution. Donc c'est ce qui est appelé, donc c'est RCP 2.6. Donc ça fait des noms un petit peu barbares, et le chiffre qu'il y a derrière, c'est l'énergie supplémentaire donc, qui est reçue par la planète. Donc ça veut dire que plus le chiffre augmente, et plus l'énergie reçue augmente, et donc la température. Et alors, non, un instant, et donc, merci, voilà, je le ferai ici. Et donc, ces évolutions de la concentration de gaz à effet de serre, elle est ensuite
utilisés dans des modèles de climat, donc, qui couvrent l'ensemble de la planète. C'est un petit peu comme des modèles de météorologie, sauf qu'ils sont amenés à représenter le climat et sur des longues périodes. Donc ils existent donc au niveau planétaire, et puis ensuite donc, on a des zooms au niveau des continents, et puis après on affine donc, à l'échelle de la France et des territoires. Et donc, dans le cadre des exercices prospectifs, et donc notamment donc, pour l'hydrologie en France, donc, on dispose d'un ensemble de simulations. Alors donc des simulations, il y en a un très grand nombre au niveau de la planète, et donc l'exercice que l'on fait donc, en climatologie, c'est de sélectionner un ensemble de simulations réduits, donc on va en avoir 17, et qui permettent de représenter les ensembles plus larges que nous donnent ces simulations globales. Mais ce que vous avez à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une solution de savoir quel est le climat futur, quel sera le climat futur. Donc il y a un ensemble de scénarios à prendre en compte dans ces exercices de prospective comme vous faites aujourd'hui. Bon, par contre, donc à l'horizon 2050, les choses se clarifient un petit peu, pas forcément de manière très positive, mais donc l'évolution des températures, donc à l'échelle globale, donc on se dirige maintenant avec une assez bonne confiance vers un niveau de réchauffement de l'ordre de 2 degrés, et au niveau donc de la France, ça correspond donc à un réchauffement donc, de 2,7 degrés à peu près donc, par rapport à l'ère pré-industrielle. Et après, donc, histoire un petit peu de compliquer les choses, je ne vais plus comparer par rapport à l'ère pré-industrielle, mais par rapport à 76-2005. Et on retombe autour de ce niveau de 2 degrés à 2,5 degrés. En gros, ça veut dire que c'est un réchauffement par rapport aux années récentes d'encore de 1 degré à 1,5 degré d'ici à 2050, un réchauffement de l'ordre de 0,4 à 0,5 degrés par décennie. Donc, qui continue à se rythme. Alors donc, voici, on peut changer, voilà. Et puis donc je vous ai dit qu'il y avait, qu'on utilisait donc des ensembles de 17 simulations. Alors je voulais vous l'illustrer un petit peu, que vous compreniez, voilà, qu'il n'y a pas, qu'on ne regarde pas que la médiane, ce qu'on appelle la médiane, donc, ou la moyenne de nos simulations, qu'il faut considérer donc cet ensemble de 17 simulations. Alors donc dans ce graphe-là, il paraît compliqué un petit peu, mais il n'est pas tant que ça. En fait, donc l'axe vertical, donc la flèche rouge, c'est le niveau de température. Donc à l'horizon 2050, et puis la flèche verte, c'est les précipitations, pas de temps annuel, et donc les losanges bleus, ce sont nos 17 simulations. C'est pour vous montrer qu'elles se dispersent, il y a une espèce de nuage de simulations, donc qui certaines sont plus chaudes, certaines sont un peu moins chaudes, d'autres plus humides ou moins humides. Donc à l'échelle de la région, donc là je crois qu'on doit être sur la moitié sud de la France, on voit qu'on est sur un réchauffement de l'ordre de 2,5 degrés, quelque chose comme ça. Et puis par contre en termes, donc, on est sur précipitation annuelle, donc ça c'est le pointillé, c'est la valeur médiane, donc il y en a autant d'un côté que de l'autre. Et donc on est sur de l'ordre de plus 1% à peu près, précipitation donc très proche de 0. Mais par contre ce qui est intéressant de considérer, c'est qu'il y a des simulations qui présentent donc des baisses de précipitations qui peuvent être assez importantes sur la moitié sud de la France, et puis avec des niveaux de réchauffement associés, d'autres au contraire qui sont un petit peu différents. Donc ces différents scénarios, ce seront des choses à considérer pour la prospective sur le bassin. Donc, sérieux, on peut changer, il est là, merci. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne en termes d'évolution des températures. Alors donc là on est sur l'hiver et l'été, donc ce qu'il faut retenir, donc on voit des plages rouges donc un peu uniformes, hein, mais donc voilà, donc les températures d'hiver augmentent un peu moins vite que les températures moyennes sur l'année. Par contre les températures de l'été augmentent plus vite. Donc voilà, donc ça pose des questions, en tout cas on voit sur donc, des étés de plus en plus chauds. Et puis aussi donc ça se traduit sur la dernière carte par une évapotranspiration donc, qui augmente aussi de manière très forte donc, avec les températures. Donc ensuite sur la diapo suivante, donc, ce sont les précipitations. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les précipitations annuelles elles évoluaient assez peu, mais par contre le contraste saisonnier entre les précipitations d'hiver et les précipitations d'été, il se renforce, donc avec une part d'incertitude, mais il se renforce, donc voilà, et donc là je ne peux pas lire les valeurs, mais vous les avez sur votre graphique, donc je crois que c'est de mémoire, c'est de l'ordre de 10% d'augmentation sur les précipitations en hiver, et puis d'augmentation, et puis à l'inverse sur l'été, des baisses qui sont même supérieures à 10%, et puis le dernier graphe, aussi à avoir en tête, c'est l'augmentation des précipitations extrêmes quotidiennes, c'est-à-dire les précipitations les plus fortes que l'on peut avoir sur une journée. Donc là aussi, on a tendance à avoir une augmentation de ce type de précipitations qui ont des importances. Ça peut générer donc, des phénomènes de crue ou de ruissellement sévère. Donc diapo suivante, donc
On va être donc sur l'évolution du manteau des jeux, donc un manteau des jeux au 1er mai, donc avec des baisses qui sont annoncées dans nos simulations climatiques qui sont très fortes, hein, plus de 50% de baisse donc au 1er mai. Donc voilà, s'habituer au fait que le pic de fonte de neige, il est de moins en moins intense et de plus en plus précoce. Et puis également donc sur l'humidité des sols, là aussi donc l'humidité des sols qui augmente fortement de l'ordre de 2 mois à peu près, hein, à l'horizon 2050, donc ça veut dire donc des sols qui sont déjà secs plutôt donc en début d'été et puis qui se prolongent donc à l'automne. Et je crois que j'arrive presque au bout. Et c'est la dernière, voilà. Et la dernière, c'était de dire que là, je vous ai parlé que de moyenne sur les périodes de 30 ans. Et de dire donc que l'adaptation, c'est pas s'adapter qu'aux moyennes, c'est aussi s'adapter aux années extrêmes. Et que donc finalement, ce qui marque les problématiques donc, de gestion de l'eau, ce sont des années comme l'année 2022, et c'est pas la moyenne des températures ou des précipitations sur les 30 ans. Et donc là, dans l'exemple que je vous donne, donc c'est sur une simulation particulière. Les points bleus, donc c'est toujours des graphes où on représente à la fois la température moyenne sur l'année et les précipitations. Parce que finalement, ça dit bien un certain nombre de choses sur l'hydrologie du bassin. Et donc les valeurs bleues, ce sont donc les valeurs observées sur la période 1976-2022, je crois. Et puis les points jaunes, ce sont des valeurs donc projetées par une simulation à l'horizon milieu de siècle. Et voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que bien sûr, on a ce décalage qui est lié au réchauffement attendu. Et puis donc en termes de précipitation, mais vous voyez qu'il y a toujours des années sèches et des années humides. Il y a des années plus sèches même que 2022, et donc avec des températures plus élevées. Voilà, et donc maintenant je passe la parole. Non. À moi. Ah oui. Parce que moi j'ai le rôle pas forcément toujours très chouette de passer après le climatologue, expert scientifique adjoint de Météo France, pour essayer de faire le récap. Et je voulais vraiment vous remercier pour la pédagogie avec laquelle vous avez présenté ces projections climatiques dans les très grandes lignes qui nous tenaient à cœur, entre guillemets, comme élément un peu clé et phare à rappeler, et là encore je vais vraiment sous votre contrôle, c'est qu'aujourd'hui sur le territoire, on voit évidemment que le changement climatique il est lié aux activités humaines, on avait envie de le poser comme un fait aujourd'hui, et qu'il est aussi inédit, pas que sur le territoire, mais au niveau planétaire. Qu'on a des hausses de température qui sont aujourd'hui supérieures à quasiment à 1,5 degré depuis les années 60, c'est la tendance passée, entre guillemets, qui a été observée, qui va avec une hausse de l'évapotranspiration, un cumul pour autant de pluie qui pourrait en moyenne apparaître à peu près stable au fil des ans, mais un manteau neigeux en baisse et évidemment un assèchement du sol, et ce en toute saison, pas uniquement en été ou sur les mois les plus chauds habituellement, qui va aussi de pair avec une augmentation des événements de sécheresse. Ça, c'est une situation qu'on vit tous aujourd'hui, et particulièrement aussi dans nos territoires et dans le sud de la France. Sur les projections climatiques, ce qu'on avait envie de vous partager ce soir, c'est que finalement, c'est pas facile. En fait, on ne peut pas vous laisser croire qu'il y a un seul scénario et qu'on va pouvoir vous dire à quoi va ressembler le climat en 2050. Il faut faire des choix. Il y a des scénarios contrastés pour le futur. Le principe, c'est aussi un petit peu de savoir sur quel scénario on se positionne parmi les 17. Ce qui est à retenir plutôt, c'est que sur ces 17 modèles de projection climatique, ce qui est commun, c'est que forcément les températures et l'évapotranspiration, elle, est en forte hausse, et qu'on va vers davantage de contraste des pluies, avec des pluies extrêmes, elles, qui vont plutôt augmenter. La ressource en baisse, et on y reviendra, ça va faire le lien avec notre prochain intervenant, qui va à la baisse. J'ai le sentiment qu'on ne vous apprend rien ce soir, mais on rentrera un petit peu plus dans le détail. Que ce soit au niveau des pluies, mais aussi de la neige et de l'eau qui est présente dans le sol. Voilà. Et donc le message un petit peu final qu'on voulait vous adresser, c'est que la nécessité peut-être du sage et du territoire, c'est de trouver des moyens pour s'adapter à ce qui peut être des moyennes, mais aussi de garder en tête ce qui peut être des extrêmes, parce qu'ils seront de plus en plus fréquents et de plus en plus courants dans les années à venir, et qu'il faut aussi peut-être s'adapter à ces extrêmes-là. Est-ce que j'ai suffisamment comblé ou pas, Jean-Michel, monsieur? Je crois pour dire que c'est parfait, là. Merci beaucoup. J'ai passé mon diplôme. Le diplôme, c'est avec mention. En tout cas, on peut applaudir du coup donc
la parole à Guillaume Tirel, qui est chargé de recherche en hydrologie à l'INRAE, si c'est bien ça. C'est bien ça, oui. Voilà, très bien. Si vous pouvez rapidement nous expliquer quel est votre métier et ensuite vous enchaîner du coup sur la présentation. Ouais. Alors, chargé de recherche, c'est tout simplement chercheur en fait. Hein. C'est juste le mot plus avant. Donc moi je suis hydrologue ou hydroclimatologue, donc je m'intéresse aux impacts du changement climatique sur les débits dans les rivières, sur l'hydrologie. Voilà, et je m'intéresse aussi aux usages de l'eau, donc tout ce qui est stratégie d'adaptation. Donc dans la continuité de la présentation de Jean-Michel Soubérou, moi je vais vous parler logiquement de ce qui se passe avec ce changement climatique sur notre hydrologie. Donc bien évidemment le contexte c'est le cycle de l'eau, donc vous le connaissez tous, avec des précipitations qui tombent soit sur les océans, soit sur les continents, avec un phénomène d'évaporation qui fait retourner de l'eau dans l'atmosphère, mais l'eau qui n'est pas évaporée sur les continents se transforme en débit dans les rivières ou s'infiltre dans les nappes et tout ça retourne à l'océan. Donc ça c'est le cycle de l'eau naturel, mais bien évidemment il y a aussi des usages de l'eau qui viennent prendre de l'eau ou la restituer pour l'agriculture, pour l'eau potable, pour l'énergie, etc. et qui vient perturber ce cycle de l'eau. Donc voilà pour les grandes lignes. C'est très petit. Donc comme l'a expliqué Jean-Michel, le changement climatique va avoir des effets notamment sur la température, et tout ça va avoir des effets sur des variables qui sont liées au cycle de l'eau, donc évaporation amplifiée, fonte des glaciers amplifiée, et puis aussi une perturbation des précipitations. Merci. Donc tout ça va avoir un impact sur la gestion de l'eau. Donc, pour ce qui est de l'actuel, du présent, il y a déjà des constats, des perceptions d'impact de ce changement climatique sur l'eau, avec notamment une augmentation des coûts économiques d'événements extrêmes, des inondations par exemple, ou certaines sécheresses, et une augmentation aussi des restrictions d'eau. On l'a vu sur les différents étés passés. Dans le futur, on a pas mal de craintes qui sont exprimées, notamment sur la gestion des risques. Donc ça pose des questions, ces changements climatiques, notamment avec l'augmentation des extrêmes de précipitation, ça pose des questions sur le dimensionnement des ouvrages de protection. Et on a aussi des craintes sur la ressource en eau, avec des conflits d'usage qui peuvent émerger, mais aussi par rapport aux écosystèmes, avec notamment un déphasage des cycles hydrologiques et des cycles naturels qui peut poser des problèmes pour pas mal d'espèces. Voilà, donc il y a deux approches complémentaires pour s'intéresser à ce problème de changement climatique. Regarder le passé et s'intéresser au futur, donc de manière similaire à ce qu'a présenté Jean-Michel. Donc en ce qui concerne le passé, on présente ici, suspense, des tendances en France sur les débits passés. Donc c'est un travail qui a été fait sur des stations hydrologiques, donc ça c'est des points de mesure des débits dans plusieurs rivières en France. Donc ici on a sélectionné des stations peu influencées par les actions anthropiques. Alors pourquoi on a fait ça? Ça change tout seul. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on veut en fait s'intéresser à l'effet du changement climatique seul, pour ne pas être impacté par le bruit des usages de l'eau, qui peuvent aussi changer ce signal. Donc ça donne ce genre de cartes sur lesquelles on a représenté en fait dans les tons verts bleus des tendances d'augmentation des débits annuels, et dans les tons plutôt marrons des diminutions des débits annuels. Donc ce qu'on voit assez clairement sur cette carte, c'est que sur le nord de la France, il y a assez peu de tendances claires, tout petit peu d'augmentation, mais c'est pas significatif. En revanche, sur le sud de la France, on a une grosse dominance d'une diminution du débit annuel. Donc ça, c'est vraiment sur les années passées. Donc ça, on y est déjà. Donc voilà pour le passé. Un petit zoom sur les étiages. Donc les étiages, ce sont les débits les plus faibles.
et c'est notamment pendant l'été. Zoom sur la Dour-Garonne, que vous reconnaissez. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'indicateur VCM10, mais en gros c'est le débit le plus bas pendant 10 jours d'affilée, en moyenne. Voilà. Donc ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a une grosse moitié de triangle vers le bas et une grosse moitié de cercle qui montre que en fait on a soit peu de tendance, soit une diminution de ce débit d'étiage déjà à l'heure actuelle. Donc ce qu'on ne montre pas aussi sur cette carte, c'est que les étiages sont plus précoces d'environ 10 à 50 jours. Voilà, entre les deux périodes qui sont comparées. Donc ça fait déjà une grosse évolution déjà à l'heure actuelle. Donc voilà, donc quelques enseignements à tirer. Donc, comme vous l'avez vu, ce que je vous ai montré là, c'était sur très peu de stations, parce qu'il reste très peu de stations en France non impactées par les usages de l'eau. Donc ça montre que s'intéresser à des études de tendance comme on vient de le faire, c'est limitant, parce qu'on ne peut pas regarder une large part du territoire. Et ensuite, il y a aussi des effets antagonistes qui peuvent masquer certains changements. Donc je pense au glacier, qui peut donner l'impression qu'on a une augmentation du débit, mais en fait, la ressource totale n'augmente pas, elle diminue, parce que c'est le glacier qui est en train de fondre. Voilà, donc il faut garder en tête aussi qu'en faisant ce genre d'études, on n'a pas de capacité prédictive. On ne peut pas continuer la tendance parce que la nature n'est pas linéaire. Donc il y a quand même quelques enseignements, quelques tendances fortes, avec notamment des gros effets du changement climatique sur les zones où l'évaporation est le facteur le plus fort, la température est ce qui régit le débit. On a aussi noté dans le sud de la France une certaine forme de contradiction entre des crues qui sont moins fréquentes, mais néanmoins une augmentation du coût des dommages. Voilà, donc, et vous l'avez noté, en 2022, beaucoup de records de faible débit. Voilà, donc on commence à avoir des soupçons d'attribution de l'impact du changement climatique sur la diminution des débits, mais peu de certitude. Donc voilà, on va s'intéresser maintenant au changement climatique, donc avec notamment ce projet Explore 2 dont vous avez peut-être entendu parler. Donc ça, c'est un projet national en France, financé par le ministère en charge de l'environnement, qui regroupe des dizaines de climatologues, hydrologues, hydrogéologues, et qui est porté par un collègue à l'INRAE. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre à jour les connaissances sur l'impact du changement climatique sur les débits et sur les nappes en France, avec aussi un gros aspect de transfert vers les acteurs de l'eau. Donc il y a vraiment beaucoup d'échanges qui sont menés dans ce projet. Donc l'approche qui a été envisagée, c'est une approche emboîtée, qui est vraiment dans la continuité de ce qu'a présenté Jean-Michel, avec l'utilisation de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, des modèles climatiques qui sont raffinés sur la France, etc. Ce que nous on ajoute, c'est la modélisation hydrologique pour transformer ces projections climatiques en projections de débit. Voilà. Donc, ce que je veux quand même souligner là-dessus, c'est qu'on s'intéresse à des débits naturels dans ce projet. On n'a pas pris en compte les usages. Donc il faudra garder ça en tête. Alors, petit zoom sur la région. Donc contrairement à ce qu'il y a sur la carte, je vais vous présenter des résultats sur 2 stations. Sur le Gers-Ayrac, donc plutôt en aval du système NEST, et sur la NEST d'Or à Saint-Antoine. Donc, et je vais m'intéresser à un scénario du pire, enfin, très émissif, le RCP 8.5, qui est plutôt proche de ce vers quoi on se dirige. Alors, ici je vous présente des régimes hydrologiques. Alors qu'est-ce qu'un régime hydrologique? C'est tout simplement le débit moyen pour chaque mois de l'année. Donc c'est pour ça que sur ces graphes, vous avez sur l'axe horizontal les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, etc. Donc ici, sur le premier graphe tout en haut, je vous présente le régime hydrologique
de la Neste. Donc la Neste, c'est une rivière qui a une grosse influence nivale, une grosse influence de la fonte de la neige, avec du coup des débits les plus forts pendant la période fin de printemps, début d'été. Donc c'est pour ça que les débits les plus forts sont en mai, juin, juillet. Donc le graphe en haut, c'est l'actuel, c'est la période de référence. Et si on descend d'un cran, on va sur un futur qui est 2041-2070, qui commence à être moyennement proche. Et donc ce qu'on voit sur ce graphe, c'est que ce gros pic de juin, déjà, il est beaucoup moins gros. Il y a un décalage au mois de mai de la période de fonte. Et on semble voir aussi que pendant l'été, les débits ont bien baissé. Alors, pour être sûr de ça, on peut regarder le graphe à droite de celui-là, le graphe à droite du milieu, où on compare en fait les deux graphes de gauche. Et donc là, on voit bien une nette diminution au printemps des débits, ainsi que pendant l'été. Diminution qui n'est pas compensée par une forte augmentation pendant l'hiver. Et si on continue, si on va tout en bas, le futur lointain, 2071-2100, là, ça ressemble plus du tout à ce qu'on avait au début. On a à peine un pic de fonte au printemps. On a des étiages estivaux, des bas débits estivaux qui sont très, très marqués. Si on regarde en bas à droite, on voit que la plupart de l'année, on a une baisse forte du débit. Voilà. Donc ça, c'était la Neste d'Or. Maintenant, je pense qu'on va aller dans le Gers. Oui. On va faire que le Gers. Donc sur le Gers, ici, influence de la neige bien moindre. Donc on a un régime où on a des débits plus forts pendant l'hiver, le printemps, et des débits moins forts pendant l'été. C'est ce qu'on a tout en haut. Et je vais aller directement tout en bas, parce que la progression est très progressive en fait. Donc si on va tout en bas, on voit en fait une diminution du débit pendant toute l'année. Quasiment chaque mois, on a une forte diminution des débits. Et ça, on le voit bien sur le graphe en bas à droite. Voilà, donc ça, c'est pour montrer vraiment l'impact qu'a le changement de précipitation et de température sur une ressource en eau. Donc, on la passe, celle-là. Il faut aussi garder en tête qu'il y a beaucoup de variabilité dans les débits. Donc, sur ce graphe-là, on a montré le débit annuel pour la Neste, toujours, pour chacun des modèles qu'on a utilisés. Alors, ça fait un joli gribouillis, beaucoup de spaghettis, de courbes qui s'entrecroisent. Pas de tendance très très claire à voir comme ça, mais une information très utile, c'est qu'il y a une très forte variabilité. Donc d'une année sur l'autre, on n'est pas du tout sur les mêmes débits annuels. Cette variabilité a plutôt tendance à augmenter. Plus on s'éloigne dans le temps, plus ce faisceau est large. Et donc ça, c'est à garder en tête. Parce que si on veut s'adapter à quelque chose, il faut s'adapter aux extrêmes. Il ne faut pas juste s'adapter à des moyennes ou à des médianes. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose à garder en tête. Donc ensuite, j'ai dézoomé quand même avec une carte de la France sur l'évolution des débits hivernaux. Donc DJF, décembre, janvier, février. Si on est dans les tons plutôt bleu-vert, tous nos modèles s'accordent pour une augmentation. Si on est dans une couleur plutôt marron, tous nos modèles s'accordent, enfin tous nos modèles ou presque, s'accordent vers une diminution. Donc là, le constat est sans appel. Dans le sud-ouest, c'est très différent du reste de la France, on est plutôt sur une diminution. Alors, quelques exceptions dans les Pyrénées, il me semble, oui. Donc, une exception dans les Pyrénées, mais fausse bonne nouvelle, c'est qu'il ne neige plus, il pleut. Donc forcément, on ne stocke plus la neige, cette eau coule dans la rivière et sort du bassin versant. Donc ensuite, on a montré sur la prochaine carte, même genre d'augmentation pour les débits d'étiage.
donc les débits les plus faibles. Donc là, toujours pareil, si c'est dans les tons bleu-vert, ça augmente, il n'y en a pas. À peine hein, sur le bassin de la Seine, mais ça ne nous regarde pas. Voilà. Et on est plutôt sur des tons marrons, donc diminution nette partout des débits les plus faibles. Voilà. Donc ça, c'était pour le constat des débits d'étiage. Et si on va aller un peu plus loin, on s'est intéressé aussi aux ASEC. Donc les ASEC, c'est les périodes où il n'y a plus d'eau dans les rivières, qu'on peut appeler aussi intermittence des cours d'eau. Donc ici, ce qu'on a regardé, c'est les probabilités d'avoir des ASEC sur des régions en France. La carte de gauche, c'est la référence, l'actuelle. La carte de droite, c'est le futur. Si c'est bleu, faible probabilité. Si c'est dans les tons plutôt rouges, oui, c'est forte probabilité. Donc le rouge le plus foncé, là, c'est autour de 40% de probabilité. Donc, ici aussi, le constat est sans appel. On va vers une augmentation de la probabilité de période d'assec dans nos rivières. Et aussi avec un allongement de ces périodes-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'était, il me semble, la dernière avant le. Il y avait des petits éléments à retenir. Je tente. Allez. Même si c'était encore très clair. Je le fais avec mon langage peut-être, et puis ça me permet moi aussi de voir si j'ai bien appris ou pas la leçon. Non, ce qu'on voulait vous... Peut-être les éléments sur lesquels on avait envie d'insister aussi ce soir dans le cadre de l'élaboration de ce schéma hein, d'aménagement et de gestion de l'eau, c'est un petit peu voilà, ces projections en fin de siècle où on a des débits d'étiage, donc quand la rivière quand le débit est le moins important et le plus faible, qui seront vraisemblablement, on insiste beaucoup sur ce langage, beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui et principalement dans le sud-ouest de la France. Idem pour les débits annuels, donc sur l'année, hein, la moyenne de l'eau qui va s'écouler sur l'année, avec des hausses qui vont se concentrer plutôt dans le nord de la France. Et donc c'est là aussi qu'on voit que le phénomène et les changements ils ne seront pas homogènes forcément en fonction aussi de la localisation et de la France. En tout cas, ces projections, elles seront assez communes dans le sud et du coup dans nos territoires ici. L'autre chose sur laquelle on voulait insister, mais tu l'as très bien fait tout à l'heure, c'est l'idée qu'on ne peut plus forcément compter sur, alors c'est marqué stationnarité, mais sur le fait qu'il y a une certaine permanence dans le temps, une certaine stabilité de la ressource en eau dans le temps. Comme pour le climat, finalement, en termes d'eau, il va falloir gérer aussi des phénomènes un petit peu extrêmes d'année en année, avec des difficultés aussi à les anticiper et à les projeter. Et c'était peut-être le dernier point, préciser que c'est une science et on est vraiment très honoré de vous avoir ce soir, mais qui avance en même temps que les phénomènes, qui nécessitent beaucoup d'études, beaucoup de chiffres, beaucoup de temps passé, et qui nécessitent aussi d'actualiser les projections de manière régulière. Est-ce que sur ce sujet, vous pouvez peut-être ajouter un complément ? Oui, c'est juste pour dire que voilà, nos modèles s'améliorent, nos connaissances s'améliorent, mais le changement climatique ne nous attend pas. Donc ça veut dire aussi que dans ce que vous apprentez, il n'y a pas de certitude. Il y a à chaque fois alors Jean-Michel avait des gammes de valeurs, moi j'avais des courbes un peu partout, des faisceaux, voilà. Ça montre qu'on n'est pas encore capable de vous dire si ça sera 12%, 13%, 14% pour tel ou tel endroit. Mais ce à quoi il faut s'attacher, c'est les grosses tendances. Et celles-là, elles sont claires. Et elles permettent d'agir. Merci beaucoup. Je vous laisse prendre la suite, Benjamin. Merci bien. Ouais. Et donc pour la dernière partie, on peut accueillir donc Bruno Coupry et Laurent Labouze qui sont du bureau OCA. Et donc vous nous expliquez quelles sont les conséquences de ces modélisations pour le territoire, donc le territoire du Sage. Merci. Merci. Alors, déjà, on va se présenter parce que nous sommes représentants d'un bureau d'études. Un bureau d'études, c'est un groupe d'ingénieurs, de chercheurs. Moi, je suis plutôt ingénieur, vous avez reconnu le chercheur, il est plutôt à ma droite. Et en fait, et d'ailleurs, il y a le papa d'une de nos collègues dans la salle, je sais pas où il est. Voilà, félicitations, c'est la meilleure. Donc,
on en profite. La question qui nous est posée, elle est très simple, hein, c'est avec tout ce que vous venez de voir, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le sage, la clé nous disent, écoutez, c'est assez simple, voilà, vous avez tous les chiffres, on fait quoi? Voilà, et la difficulté de l'exercice, c'est qu'il va quand même falloir gérer, comprendre toute cette complexité et la transformer. Voilà, et c'est toute la question qui est posée à nous, mais en fait, nous, on est juste des traducteurs, et vous allez être des décideurs, collectivement représentés par votre commission locale de l'eau, qui est bien représentée ce soir dans la salle. Alors, peut-être pour rappeler quelques éléments un peu généraux, je crois que ce qu'on peut retenir quand même, et là je parle sous le contrôle des scientifiques, dont on peut remercier quand même le travail, et on a la chance d'être dans un pays où il y a quand même de la production scientifique qu'on peut utiliser concrètement sur les territoires. C'est pas partout pareil, on en profite, et donc je salue les collègues chercheurs. Ce que moi je comprends de ce qui se passe, c'est que, en gros, la pluie qui va tomber, ça sera à peu près la même. Je dis la pluie, la neige, ça sera à peu près la même en quantité. Par contre, c'est la manière dont elle va traverser le territoire qui ne sera pas du tout la même. Parce qu'il y a une partie de cette eau qui va tomber et qui va immédiatement repartir vers l'atmosphère. Et donc, nous, ce qu'on a à faire, SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Mon collègue est spécialiste des orages, mais il a énormément de mal à les provoquer à la demande. Donc, la seule chose qu'on va pouvoir gérer, c'est l'eau qui reste. Et l'eau qui reste, c'est l'eau qui va couler, qu'on appelle dans le jargon l'eau bleue. Ce sont les eaux souterraines quand il y en a, il n'y en a pas beaucoup chez vous. Et donc c'est surtout les eaux des cours d'eau, des rivières, qu'on peut parfois stocker, qu'on peut pomper, qu'on peut dériver, qu'on peut transférer. Et donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, sa question, ça va être comment on va gérer ce flux d'eau qui traverse et sur lequel nous allons peut-être avoir une responsabilité ou une certaine emprise. Alors pas sur tout, hein. On ne sait pas maîtriser des crues, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on peut peser. Ce qui a été dit, qui est très important, c'est que ce qui a été présenté là, ce sont des débits naturels. Et la réalité du territoire, elle est tout sauf naturelle. C'est-à-dire que l'aménagement est très ancien, il date de l'ère industrielle, hein, notamment pour la vallée, et plus en aval, il est plus que séculaire. Ça veut dire qu'on est sur un territoire où, certes, les références hydrologiques vont changer, c'est-à-dire oui, ça ne sera pas la même eau, mais nous, la question dont il faut qu'on se saisisse, c'est comment est-ce qu'on va arriver à prendre en charge ce qu'on est en train de faire, et comment ce qu'on est en train de faire va devoir se transformer, tout simplement pour s'adapter à ce qui va rester. Et cette question, elle a l'air facile à poser, sauf que quand on doit se la poser concrètement, usage par usage, territoire par territoire, on s'aperçoit que c'est compliqué, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Alors ça, c'est la première image qui est, je pense, assez importante en termes de présentation. La deuxième, c'est de ne jamais oublier que derrière tous ces changements climatiques très compliqués, vous l'avez vu, il y a quand même des choses, ce qu'on pourrait appeler une cascade de conséquences. Et la très grosse difficulté qu'on va avoir, c'est de se saisir de toutes ces conséquences en même temps. On serait uniquement responsable de la gestion quantitative de la ressource en eau, on se dirait facile. En fait, non, c'est pas vrai, parce que c'est déjà ultra compliqué. Mais si vous rajoutez là-dessus la qualité, la biologie, les usages, le tourisme, l'agriculture, la démographie, toute la vie, et ben c'est bien de ça qu'on doit se saisir un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc on ne va pas y arriver d'un coup de baguette magique. La chose la plus importante, c'est d'essayer de construire un système, de réfléchir à un système pour le futur qui soit cohérent. Et la cohérence, c'est tout simplement dire je ne vais pas faire avec la main gauche ce que la main droite fait à l'inverse. Et ce système de cohérence, ça va vraiment être la question qui va se poser au travers d'une étape très importante qu'on appelle les scénarios. Et les scénarios, ils sont éclairés généralement par des tendances, et ça c'est un deuxième point important, c'est qu'on nous dit qu'on ne peut pas se projeter uniquement en disant comment c'était avant, et que pour savoir de quoi est fait demain, on est obligé de faire des tas d'hypothèses, plus ou moins argumentées, on l'a vu sur le plan scientifique, mais c'est de ça dont il va falloir qu'on se saisisse. Donc notre travail très modeste, ça sera d'essayer de traduire l'ensemble de ce qui a été dit ici, tout à l'heure. En effet, mais parce qu'on aurait pu aussi inviter des biologistes, on aurait pu inviter tout un tas de gens, il va falloir traduire tout ça en actions concrètes et surtout qu'elles ne soient pas antagonistes et qu'elles soient réfléchies et qu'elles soient accompagnées. Voilà, après je vais laisser le savant parler. Savant, j'irai peut-être pas jusque-là, on peut passer à la suivante, oui. Donc dans ce qui est du domaine des politiques climatiques, on a vraiment deux aspects. Un aspect atténuation. Donc atténuation, c'est agir sur les causes du changement climatique, c'est-à-dire réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre. Et ça, vous me direz, bon, c'est pas vraiment ça, c'est les voitures, c'est le chauffage, c'est tout ça.
Ça peut aussi être fait à l'échelle du SAGE, ça peut être agir par exemple sur le stockage carbone dans les sols, dans la biomasse, ça peut être agir sur une gestion optimisée de l'hydroélectricité et sur un tas d'autres choses qui sont à discuter et à réfléchir ensemble. Et les politiques climatiques, c'est aussi l'aspect bien sûr adaptation. C'est-à-dire le climat change, le climat a changé, le climat va continuer à changer. Comment on s'adapte à ces changements? Comment on agit sur les conséquences pour ne pas les subir, mais s'y être préparé. Donc, quelques rappels de ce qui a déjà été dit par Jean-Michel. Alors c'est un graphique qui est légèrement différent, mais qui montre les mêmes choses. C'est les températures annuelles moyennes, en haut à Auch et en bas à Tarbes. Et en couleur, ça vous dit si c'est bleu, ça veut dire qu'on est en dessous de la moyenne sur la période 1981-2010. Si c'est rouge, ça veut dire qu'on est au-dessus. Et qu'est-ce que vous voyez? Depuis 10 ans, on n'a que du rouge. Et alors là c'est depuis les années 50, mais on peut remonter plus loin. Depuis la fin des années 50, on a une augmentation des températures et on est déjà à Tarbes à 1,5 degré de plus sur les 10 dernières années par rapport à 1961-1990. Donc ce changement climatique, cette hausse des températures passées, elle est observée. On peut passer à la suivante. Et ce qui est aussi observé, là où il y a un consensus également sur le territoire et sur le sud de la France de façon plus large, c'est la tendance à la baisse des débits de la Nest, moins 8% en 20 ans. Et donc bien sûr cette hausse des températures associée à une hausse des évapotranspirations potentielles, c'est-à-dire que de l'eau qui va tomber, il y en a plus qui va repartir vers l'atmosphère, et également une tendance à la baisse des précipitations estivales, qui fait également consensus, et tout ça va entraîner une tendance plutôt à la baisse des débits futurs, des débits naturels. Donc un petit peu, voilà, ça c'est pour décrire la démarche qui est la nôtre. Donc il y a les connaissances scientifiques au niveau national, qu'on décline au niveau local, et on passe de la science aux impacts sur le territoire. Parce que un des enjeux du SAGE, c'est analyser ces projections climatiques et hydrologiques sur le territoire, et ensuite s'en servir comme de base pour l'action. Et c'est ça qui est vraiment difficile. C'est le plus difficile. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et peut-être un point important, c'est Guillaume l'a souligné, la science avance, et c'est nécessaire, c'est indispensable, mais on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre d'avoir un résultat meilleur, d'avoir un modèle plus performant. C'est maintenant qu'il faut réfléchir ensemble et agir pour ces deux aspects, atténuation et adaptation au changement climatique. Donc ce graphique, c'est un petit peu le même que ce que vous a présenté Jean-Michel, mais très zoomé sur le territoire de la Nest, alors plus précisément le bassin versant de la Nest en amont de Sarancolin, en amont de la prise d'eau du canal de la Nest. Donc ce qui est représenté sur l'axe horizontal, c'est toujours les précipitations et la variation de précipitations à échéance à peu près horizon 2055 par rapport à la période 1981-2009. Et sur l'axe vertical, c'est la température. Donc ce qu'on voit, c'est que le signal sur ce territoire très particulier est un petit peu différent du signal moyen sur le sud de la France. On a sur 17 modèles, on a tous les modèles sauf 3 qui prévoient une tendance à la baisse des précipitations, avec des baisses qui peuvent aller jusqu'à, pour les modèles les plus entre guillemets pessimistes, mais qu'on ne peut pas exclure a priori, jusqu'à moins 300 mm, ce qui représente à peu près 20%. On a à peu près 1500 mm en moyenne de précipitations sur le bassin versant. Donc là, on est sur des moyennes, et encore une fois, il y aura toujours des années sèches et des années humides. On a déjà des années sèches et des années humides, ce sera pareil dans le futur. Et pareil pour les températures, on aura des années plutôt froides et des années
plutôt chaude. Mais en moyenne, la température va augmenter. Là-dessus, tous les modèles s'accordent, avec la plupart des modèles qui donnent des hausses autour de 2 ou 2,5 degrés. Peut-être un modèle qui est sans doute un peu trop optimiste, mais qui donnerait 1,3 degré de hausse, et les modèles les plus chauds qui donneraient jusqu'à 3,3 degrés de hausse des températures moyennes. Donc là, on serait vraiment dans un climat très différent de ce qu'on connaît et de ce qu'on a connu. Je me permets d'intervenir sur la diapo juste avant. Il y a une toute petite étoile là. Vous êtes ici. Vous l'étiez en fait. Parce que déjà, chaque jour qui passe, on a tendance à grimper sur le graphe et à monter. C'est-à-dire que toute la gestion, toute votre histoire, tout l'aménagement du passé, ça s'est fait avec là où on était à l'étoile. Ce qui va nous être demandé, c'est de passer de cette étape-là à un déplacement et se préparer à ce déplacement. Donc cette image d'une espèce de carte mentale qu'il faut avoir, quand je dis vous êtes ici et vous allez là-bas, ça veut dire qu'entre les deux, il y a une trajectoire. Et je pense que cette notion de trajet collectif qu'on va voir sur l'ensemble de la gestion de la ressource en eau, elle est absolument centrale. Quand on dit 2050, bon 2050, je pense que je serai à la retraite, sauf si je n'ai pas écouté le discours du Premier ministre, mais admettons. Donc en 2050, ok, il y a pas mal d'entre nous, je pense, qui seront moins à la manœuvre qu'aujourd'hui. Sauf que ça se prépare aujourd'hui. Ça se prépare aujourd'hui, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les échelles de temps dont on discute, quand on entend parler les scientifiques, on a de la chance, il n'y a pas de géologue, parce que sinon ils nous auraient parlé en millions d'années, mais on parle en dizaines d'années, on parle en paquets d'années, donc c'est des unités qu'on a vraiment du mal à... C'est comme les milliards d'euros, c'est des choses qu'on n'a pas tous les jours dans la poche. Eh bien, la question qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le temps pour aller de vous êtes ici en haut, en fait, ça va aller très très vite. On parle d'une vingtaine d'années. Hein, c'est de ça dont on parle. 20 ans, c'est très peu. Vous êtes agriculteur, vous investissez dans un matériel d'irrigation, c'est 10-15 ans. Vous voulez construire un barrage, c'est 30, 40, 50 ans. De durée de projection, c'est vers ça que vous allez. Donc en fait, toutes les stratégies d'aménagement, c'est pas uniquement courir derrière quelque chose, c'est essayer de se projeter demain, et c'est vraiment ça qui est difficile. Je me permets d'insister sur le vous êtes ici, parce que je pense qu'il est très important en termes de stratégie. Oui, et donc, ce qu'on voit, pour peut-être un petit peu résumer, bon, du coup voilà, ça c'est la conséquence, mais ce qu'on voyait déjà sur le précédent, donc c'est pas grave, c'est plutôt moins d'eau qui tombe, plutôt des températures plus élevées. Je ne l'ai pas présenté, mais des évapotranspirations plus fortes, donc plutôt moins d'eau dans la neste. Et c'est ce qui est représenté ici, avec toujours le vous êtes ici, l'étoile, la petite étoile sur le graphique, et les différentes courbes. Là, il y en a 68. 68 parce qu'il y a 17 modèles de climat, c'est les 17 points que je vous ai montrés sur le graphique précédent, et il y a 4 modèles hydrologiques différents. Donc 4 x 17, ça nous donne 68 courbes. Donc là il y a quelque chose il y a une complexité qui est, pour l'adaptation, on a besoin de faire des choix. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on prend la courbe positive qui nous dit oh bah finalement ça va pas trop baisser en moyenne, le débit de la neste? Est-ce qu'on prend une courbe qui est un petit peu on va dire dans le gros du paquet, qui nous dit ah là on est plutôt à moins 12%, moins 12% annuel, c'est bon, ça fait quand même pas mal de millions de mètres cubes, ou est-ce qu'on va plutôt vers la version un petit peu pessimiste, mais sans être la pire, qui nous dit bah là c'est plutôt moins 25%. Et pour rajouter en complexité, ça c'est sur l'année. En été, ça va être pire, en tout cas en pourcentage. En été, on va plutôt avoir des baisses plus marquées que sur l'année, puisque, comme l'ont montré Jean-Michel et Guillaume, c'est surtout en été que les précipitations vont avoir tendance à baisser, c'est surtout en été que les débits vont avoir tendance à baisser, et c'est en été que les hausses de température seront les plus fortes. Et c'est justement en été que c'est le plus tendu, c'est en été qu'on a besoin d'eau pour beaucoup d'usages. Donc comment atterrir au vu de toutes ces difficultés, de ces questions et de ces choix nécessaires? La petite dame, si on peut revenir, la petite dame en rouge, là c'est l'animatrice du Sage. Elle s'appelle Karine, qui n'a pas tout à fait la même coiffure, mais on la reconnaît quand même. Et surtout, on se voit qu'elle est assez perplexe. Alors, le président, Jean, vous avez expliqué, il n'est pas là. Bon, on va faire comme s'il n'était pas là, on va en profiter. Donc, comme il a tous les pouvoirs dans le sein de la clé, c'est lui qui va décider de la courbe qu'on va choisir. Mettez-vous
2 secondes dans la peau de celui qui doit choisir la trajectoire vers laquelle on va orienter l'ensemble du territoire. Pas plus de 2 secondes, ça va suffire. 1, 2, vous avez choisi, vous avez décidé. Vous comprenez que c'est quand même assez compliqué de construire une politique publique avec cette incertitude. Donc l'incertitude, il faut vraiment la considérer comme quelque chose qui sera indépassable. On doit vivre avec. Chaque année est incertaine, c'est sûr, mais ce qui nous arrive, c'est une couche de plus d'incertitude en termes de tendance. Donc l'enjeu extrêmement important, on connaît notre passé récent, vous êtes ici, on veut se projeter dans le futur, et en fait on voit très bien que ce qu'on va devoir décider, c'est un périmètre avec des risques qui vont évoluer entre eux, il n'y en a pas, il y en a un peu, il y en a beaucoup. Et il va falloir imaginer une stratégie d'adaptation qui soit assez souple pour qu'on puisse se retrouver un peu dans tous ces scénarios. Voilà. Donc ça c'est un point extrêmement important. Ces cours ont été faits, cette soirée est faite pour que vous vous rendiez bien compte que rien n'est écrit d'avance, que les choses sont complexes. La complexité, c'est pas grave, c'est la vie, mais les choses sont complexes et que les réponses ne seront pas Yaka, Faucon, enfin tout ce que vous voulez derrière, ça sera beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc c'est l'exercice qu'on nous a demandé de faire pour aider, accompagner. C'est celui sur lequel d'ailleurs vous devez travailler en imaginant ce futur, en fait, comment on fait quand on n'est pas très à l'aise sur la fin de l'histoire. C'est un peu la difficulté. Alors, je garde le micro, non en gros, il y a quand même un sujet qui est assez concret, c'est juste pour vous montrer comment ça peut se traduire. Vous avez une espèce de système en sablier, là, avec la partie haute du sablier, qui est bleu, c'est là où nous sommes, ici. On est décidément beaucoup ici, ce soir. Donc c'est le bassin de la Nesse, c'est le bassin montagnard. Ce bassin montagnard, il va converger, ces bassins versants de haute montagne vont converger la rivière qui s'appelle la Nesse, et cette Nesse-là va être dérivée au niveau du canal. Et ce canal va jouer un rôle tout à fait stratégique et essentiel sur toutes les vallées de la Gascogne. 17 vallées, je crois, de mémoire, qui sont impliquées par la gestion. Et cette eau, elle va être distribuée sur ces 17 vallées. Sans le canal de la Nesse, l'avenir, le passé même de ces 17 vallées aurait été complètement différent. On a parlé de cours d'eau intermittents tout à l'heure. Beaucoup des cours d'eau, on a à peu près, pour vous donner une idée, à peu près une quinzaine de milliers de kilomètres de petits cours d'eau. La plupart de ces petits cours d'eau peuvent être en assec d'ores et déjà aujourd'hui, tous les étés. Ça arrive déjà. C'est énorme, 13 000 km de cours d'eau. Et en fait, on a parmi l'ensemble de ces petits cours d'eau qui peuvent rentrer en assec, les grandes vallées ont été aménagées et elles sont réalimentées. Et elles constituent aujourd'hui une infrastructure absolument stratégique pour toute la gestion des habitants de ces territoires. On y prend l'eau potable, on s'appuie dessus pour faire de l'agriculture, on peut faire du tourisme. Bref, il y a tout un système de gestion qui est complètement appuyé sur le transfert des eaux de montagne vers les eaux, vers les territoires de la Gascogne. Cette organisation, elle s'appuie en fait sur 2 systèmes au-delà de l'aspect transfert, lié au canal, que vous connaissez bien. Elle s'appuie sur un système de barrages qui sont en haute montagne, qui sont des barrages qui sont gérés soit par EDF, soit par la Chaîne, et qui, chaque été, remettent de l'eau dans la Nesse quand il n'y en a pas assez pour le canal. Donc c'est un système assez classique dans lequel on construit des stocks et puis on relâche de l'eau quand il n'y en a pas assez. C'est magique, ça marche très bien. Alors, bémol. D'abord, historiquement, naturellement jusqu'à aujourd'hui, ce qui permettait de réalimenter le canal, c'est pas uniquement les barrages artificiels, c'était surtout la neige. Et la neige qui fondait tranquillement jusqu'en juin, juillet, la CACG connaît très bien cette histoire-là, eh bien, chaque année, elle fond de plus en plus tôt. Et ça veut dire que la dérivée vers le canal, on a de moins en moins d'eau qui vient de la neige. C'est-à-dire qu'on avait un barrage naturel, un stockage naturel, qui aujourd'hui est en train de fondre sous nos yeux, sans mauvais jeu de mots. Ça veut dire qu'il va falloir que les barrages artificiels existants prennent le relais. Sauf qu'on a construit un système dans lequel les barrages existants étaient déjà pleinement employés au service de l'aménagement du territoire. Ça veut dire qu'on n'a plus de marge de manœuvre autour de ça. Une fois qu'on est rentré dans les vallées, on arrive, et puis on a, si on peut revenir sur l'image précédente, pardon, on a un certain nombre de barrages qui sont représentés maladroitement dans l'ensemble des vallées, mais ce sont tous ce qu'on appelle les barrages de coteaux. Et ces réservoirs, ce sont des stockages qui se remplissent en partie avec le bassin versant naturel, le ruissellement, quand il y a des pluies aujourd'hui, mais en partie aussi grâce au transfert qu'on fait depuis la Nesse. Donc on est sur des systèmes où l'assurance vie de nos cours d'eau repose très largement
sur des réservoirs et extrêmement fortement sur le fonctionnement de la Nest. Toute modification des écoulements dans la Nest aura des répercussions à la fois sur la gestion des barrages hydroélectriques, mais aussi sur le remplissage des barrages de coteaux qui eux-mêmes sont vraiment la clé du fonctionnement de tous les cours d'eau pendant tous les étés. Eau potable, irrigation, etc., etc. Et pour compliquer l'affaire, ça n'est pas que l'été. Contrairement à beaucoup de territoires français, ce système de gestion, très ancien, en fait, il fonctionne quasiment toute l'année. Il y a toujours un moment ou un autre un service qui est rendu par ce système d'artificialisation de la ressource en eau. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on va se dire, si c'est organisé très bien, la question qui nous est posée par les scientifiques, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ce système-là est percuté à l'origine? Ce n'est pas une question de stock à construire, de volume, de barrage, c'est une question simplement de disponibilité de la ressource en eau au moment où on en a besoin. Alors on vous a montré une petite image, là on peut passer à la suivante, dans lequel, c'est juste pour illustrer ce qui se passe. Alors vous avez un barrage, c'est le barrage de Loul, que certains d'entre vous doivent connaître, et puis à droite vous avez toujours les mêmes paquets saisonniers, hiver, printemps, été, automne, ça jusqu'à présent ça ne devrait pas changer. En revanche, ce qui va changer, c'est la taille des carrés qu'on voit dans chacun de ces paquets de saison. La barre noire, le plus grand carré, c'est la situation historique sur laquelle nous vivons tranquillement avec confort depuis très longtemps. Et puisque nous projettent les changements climatiques au travers du travail, des météorologues et des hydrologues, bien toujours cette succession d'analyses, eh bien c'est qu'on va avoir une diminution de la ressource. Alors pas très marquée l'hiver, mais malheureusement, ça a été dit. Et là encore, c'est un choix d'un modèle. Juste pour enfoncer un petit peu le clou, là on a choisi la médiane d'un ensemble de modèles. Il y a des modèles qui sont moins, entre guillemets, pessimistes, d'autres qui le sont plus. Pardon, ouais. Non, mais la précision des scientifiques, des fois, c'est dur à gérer. Mais elle est nécessaire. Donc, en fait, on a donc des variations de ces barres, et c'est toute l'eau qui rentre dans l'ouvrage du réservoir Houle, celui qui, justement, va être mobilisé l'été pour venir alimenter le canal. Ce dont on s'aperçoit, c'est que cette diminution des volumes qui rentrent dans l'ouvrage, c'est autant de marge de manœuvre en moins pour réguler les débits plus tard, notamment pendant l'été. Et petit exercice de style, vous avez en dessous des expressions, on voit marquer, il y a des barres oranges et des barres plutôt jaunes, on va dire, et plutôt oranges. Ce qui est en jaune à gauche, on va marquer 190 millions de mètres cubes. C'est le volume de l'eau qui est dérivé depuis la Nest vers toute la Gascogne. Et de l'autre côté, 400 millions de mètres cubes, c'est le volume d'eau qui n'est pas dérivé vers la Gascogne, donc qui continue de couler vers la Nest aval, parce que je rappelle à certains que la Nest a aussi une vie après le canal de Sarancolin jusqu'à la Garonne. Le sage Nest, rivière de Gascogne, s'occupe bien des deux ensembles de façon très complète. Des millions de mètres cubes, vous allez me dire, ça ressemble à quoi? Je l'ai dit l'autre jour à Auch, je me refuserai à parler en piscine olympique. Parce que je ne sais même pas à quoi ressemble une piscine olympique, c'est peut-être pour ça, mais millions de mètres cubes, c'est beaucoup d'eau. Ce qui va se passer, c'est que ces millions de mètres cubes, c'est en gros ce qu'on peut gérer. Et les changements climatiques, c'est une diminution de ce capital qu'on a à gérer. Donc on est à 590 aujourd'hui, encore ce sont des moyennes, une fois de plus, et on va passer à l'horizon 2050 à 456 millions de mètres cubes. C'est très précis, c'est pour faire savant, mais en fait on n'en sait rien. C'est autour de 450 millions de mètres cubes. Et encore plus tard, 260 millions de mètres cubes. Et là, vous avez l'illustration parfaite de la question qui se pose aux gestionnaires. Comment, avec moins d'eau, mon capital diminue, comment je le partage entre la Nest aval et entre les rivières de Gascogne? Est-ce que je continue de maximiser les dérivations vers les rivières de Gascogne, ou est-ce que je laisse une part de l'eau, peut-être un peu plus conséquente, à la Nest aval? Mais si j'en laisse plus à la Nest aval, j'en aurai moins pour la Gascogne. Et si j'en ai moins pour la Gascogne, c'est quoi les conséquences sur le remplissage des barrages, la gestion de l'eau, etc., etc. Donc toute la question qui est posée, en fait, et c'est là qu'on commence à passer du technique au politique, c'est qu'on commence à se dire, dans le partage de la ressource en eau, on aura des décisions à prendre. Ces décisions, elles doivent être argumentées, mais elles vont faire bouger des lignes, forcément. Et pour argumenter la manière dont on fait bouger les lignes, il faut travailler. Et ce travail, c'est un travail d'expertise qui peut s'appuyer sur la connaissance des milieux naturels, sur les besoins des usages, etc., etc. Voilà. Donc c'était juste une image pour expliquer effectivement tout simplement les questions qui sont posées aujourd'hui au territoire. Alors, en fait, on peut continuer et conclure en disant, pour les rivières de Gascogne, c'est pareil, on a des baisses de débit, enfin, sauf si tu veux le faire, ça.
Je peux. Donc oui, on a aussi des projections qui sont vers des tendances à la baisse des débits. Si on regarde la médiane des modèles, toujours avec ce faisceau, cette fourchette de futurs possibles, mais surtout plus net que les débits en moyenne annuelle, c'est la baisse des débits d'étiage. Ça rejoint ce que nous a montré Guillaume précédemment sur la France. Les débits d'étiage vont baisser, ils vont baisser fortement. Donc pendant la période où on manque d'eau, on en aura encore moins. Et donc en termes de volume, ça fait encore pas mal de millions de mètres cubes en moins sur la Gascogne, avec des questions sur comment remplir les retenues de coteaux avec moins d'eau, avec des questions sur le partage de l'eau entre la Nest-Aval et la Gascogne. Donc là, on a vraiment Nest plus Gascogne, il y a un bilan qui se complique partout. Et donc des questions, donc besoin de réfléchir, besoin de construire ensemble ce futur qui nous attend. Ah oui, et le dernier, mais pas le moins important, loin de là, on n'a pas parlé de qualité ici, mais la qualité de l'eau va être également impactée par la hausse des températures de l'air, qui entraîne une hausse des températures de l'eau, et aggravée encore par la baisse des débits, qui, en tout cas en été, participe à la hausse des températures de l'eau, mais qui aussi diminue l'effet de dilution, et donc peut poser des questions en termes de pollution, avec des impacts sur la santé des rivières et des écosystèmes qui y sont associés. Donc, peut-être une conclusion, c'est que des adaptations seront nécessaires et elles sont à construire. Merci beaucoup à tous les deux.